Le socialisme s'est défini à l'origine en opposition totale au capitalisme, à ses inégalités, à ses injustices. Mais confronté à l'échec et aux dérives de l'Union soviétique et des autres pays du socialisme étatique, le courant socialiste s'est mis à la recherche d'une alternative. Nourri de multiples expériences d'adaptation d'une synthèse du socialisme et de l'économie de marché, ce débat est toujours en cours. C'est pour contribuer au renouveau de cette réflexion que Daniel Cohen et Alain Bergogneau ont dirigé, sous l'égide de la Fondation Jean Jaurès, l'ouvrage collectif « Le socialisme à l'épreuve du capitalisme ». Alain Bergogneau enseigne à Sciences Po. Il a été membre du cabinet du Premier ministre Michel Rocard et de plusieurs autres ministres socialistes. Bien, dans l'urgence des crises actuellement, on oublie souvent que la perspective historique est assez éclairante, parce qu'on ne peut pas comprendre la situation du socialisme français, européen et de la gauche européenne sans revenir à ses rapports avec le capitalisme. Et nous avons essayé dans ce livre d'essayer de penser ces rapports sur 2 siècles. Et pour voir quelle part d'actualité demeurait dans les critiques initiales et comment se pose le problème aujourd'hui. Parce que dans le fond, dès le départ, dès le début du XIXe siècle, il y a eu 3 critiques fondamentales formulées par toutes les écoles socialistes. La première, c'est une critique économique. Le capitalisme est finalement révolutionnaire parce qu'il augmente formidablement la production, mais il est irrationnel parce qu'il répartit mal les ressources. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, avec les problèmes de modèle de développement, de limites du développement, cette question est posée sur la rationalité du capitalisme. Il y a évidemment une deuxième critique qui a été posée initialement, la plus connue, c'est la critique sociale. Le capitalisme et l'économie de marché créent des inégalités. Et donc, il y a une injustice sociale. Et puis, il y a une critique qu'on pourrait appeler morale, voire esthétique pour certains, qui est le fait que le capitalisme détruit le lien social, la communauté, et constitue, comme disait Marx, des sociétés glacées par le calcul égoïste. Donc, on a voulu reprendre toute cette histoire. Et finalement, elle est très éclairante parce qu'il y a 4 moments et qui permettent de comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'au départ, dans le fond, malgré leurs différences extrêmement fortes, tous les socialistes pensaient que la solution, c'était la socialisation des moyens de production, parce que le mal venait de la combinaison de la propriété privée et de l'économie de marché. Donc socialiser les moyens de production, alors d'une manière moins totale, avec pacifiquement ou violemment, qu'importe, le problème n'était pas là, mais la solution d'une société régulée, qui connaîtrait l'abondance, une société qui diminuerait les inégalités pour arriver, pour les plus optimistes, à la société sans classe, c'était la bonne solution. Alors, ce qui est apparu avec le développement historique, c'est que c'est progressivement l'abandon de cette idée dans le conflit politique, et évidemment le choc avec le communisme, le bolchevisme a joué un rôle majeur pour une évolution d'une partie du socialisme européen qui s'est petit à petit, au fil des décennies, depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, comme on dit, social-démocratisé. Parce que la question qui s'est posée dès l'entre-deux-guerres, dans la difficulté, dans les incohérences, c'était de savoir est-ce qu'on peut diriger l'économie capitaliste. La grande question qui a été posée dans les premières expériences du pouvoir, et c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et comment peut-on, c'est la question que se posent tous les partis socialistes, comment peut-on influer sur l'économie capitaliste, voire la maîtriser, la diriger? Et à travers les contradictions, et on est arrivé petit à petit à un équilibre avec l'idée que, dans le fond, la socialisation des moyens de production n'était pas nécessaire et qu'on pouvait influer sur le capitalisme en jouant sur les cycles budgétaires, en équilibrant le pouvoir dans l'entreprise, en développant la protection sociale, en régulant le marché du travail. Et c'est cette solution qui s'est cherchée en tâtonnant dans l'entre-deux-guerres, qui a trouvé à son service
une pensée économique qui n'était pas socialiste de son inspiration, parce que Keynes était un libéral, mais il a donné une doctrine, dans le fond économique, au socialisme européen à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on est arrivé dans une période, la troisième période, dans le fond celle qui va à peu près pour les Scandinaves de la fin des années 30 et puis pour les socialistes de l'Europe continentale après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 70, où dans le fond la quadrature du cercle a paru être trouvée, être vaincue, parce que c'est ce qu'on a appelé la période, les économistes appellent la période fordienne, que les historiens appellent la période du compromis social-démocrate, et dans plusieurs décennies il est apparu qu'il était possible finalement de réguler l'économie capitaliste, qu'il était possible de socialiser une part de la vie, de la consommation, grâce à la protection sociale, et qu'il était possible d'arriver à un équilibre entre le politique et l'économie, entre la démocratie et l'économie de marché, entre les syndicats et le patronat. Et c'est cette période-là qui s'est aujourd'hui, depuis la fin des années 70, particulièrement dans les années 80-90, avec la mondialisation, l'expansion de l'économie financière, l'essor des nouvelles technologies, c'est ce qui a été mis en cause. Et dans le fond, c'est ça qui est le problème depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire les équilibres construits pendant 3 décennies, aujourd'hui sont en cause, parce que la croissance dans nos pays n'est plus assez forte, parce qu'il n'y a plus une centralité des grands intérêts entre syndicats et patronat capables de réaliser des compromis, et parce que les États nationaux, tout en étant présents, tout en ayant une influence forte, tout en continuant de redistribuer une part importante des produits nationaux, parce que les États n'ont plus les mêmes moyens. Et dans le fond, on est dans cette situation assez paradoxale que depuis les années 80 et l'expérience de François Mitterrand avec ce tournant majeur dans l'histoire de la gauche française qui a été le printemps 1983, où on est passé d'un type de perspective historique qui dans le fond, prolongeait les espoirs du Front populaire, la libération, à un autre type de politique, plus marquée par la prééminence de l'économie. Dans le fond, le socialisme européen se cherche depuis ces décennies. Alors ça ne veut pas dire qu'il est incapable de gagner des élections. On vient de le voir en France au mois de mai et au mois de juin. Mais l'ensemble de la gauche européenne, de la gauche social-démocrate, est sur la défensive parce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui les équivalents au rapport qui existait entre socialisme et capitalisme dans les décennies précédentes. Alors il y a eu une grande tentative de penser cette nouvelle période qui a occupé dans le fond la fin des années 1990 et le début des années 2000, ce qu'on a appelé la troisième voie, à partir de l'expérience du New Labour en Grande-Bretagne, de Tony Blair, c'est-à-dire essayer de repenser une adaptation des perspectives et des objectifs sociaux avec le capitalisme mondialisé. Mais le New Labour, en faisant cela, a déplacé les équilibres et a considéré que la mondialisation libérale était un fait et que ce que pouvaient faire de mieux des gouvernements progressistes, c'était de préparer les individus à être compétitifs sur le marché, donc en acceptant les principes du marché, même dans la gestion des États et même dans la gestion des services publics, et en acceptant évidemment la prééminence de l'économie financière. Or, depuis 2008, on s'aperçoit que ce compromis était finalement insatisfaisant et que la crise financière a montré que l'absence d'une régulation à tous les niveaux, au niveau mondial, au niveau européen, à les niveaux nationaux, était aussi un facteur de crise. Et qu'aujourd'hui, les partis socialistes européens cherchent à construire une nouvelle doctrine qui pourrait venir combler les vides de la période précédente. Et on s'aperçoit qu'il y a dans le fond une inspiration majeure dont la réalisation est difficile, mais il faut retrouver
une capacité pour les institutions politiques, sociales, au sens large, la puissance publique, de pouvoir établir des compromis entre le marché, les États, la concurrence, la solidarité et les forces sociales à plusieurs niveaux. C'est-à-dire au niveau mondial, mais c'est très compliqué, parce qu'on voit bien que les rapports de force, d'ailleurs, ne jouent plus, évidemment, en faveur du travail. Et puis les déséquilibres mondiaux, le poids des puissances qu'on appelait émergentes, mais qui ont déjà émergé, tout ça fragilise l'Europe. Mais aujourd'hui, le grand défi, il est mondial. Et c'est pour ça que le cœur de la difficulté et des débats du socialisme européen tourne évidemment autour de la construction européenne. Ce n'est pas un hasard si, notamment en France, la ligne de fracture européenne a été une ligne majeure de débat politique, et on l'a vu en 2005 avec l'échec du projet constitutionnel. Mais s'il n'y a pas s'il n'y a pas une Europe capable de réguler l'économie, capable de développer des instruments de croissance, il n'y aura pas de solution pour le socialisme européen. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus simplement penser, comme on le pensait dans le fond encore dans les années 70, au début des années 80, que l'essentiel doit reposer sur l'État national et que l'État national peut à lui seul satisfaire cette nécessité de régulation. Donc l'enjeu majeur, c'est la construction d'une Europe régulée, et nous sommes là au cœur des problèmes d'aujourd'hui. Et l'autre enjeu, parce qu'il n'y a pas de force politique qui ne repose pas sur des réalités sociales, l'autre enjeu, c'est de pouvoir limiter les inégalités et revenir sur ce qui est en train de se passer dans nos sociétés européennes, c'est-à-dire quand même une fragmentation accrue, une perte de cohésion sociale, créatrice de peur et évidemment de sentiments d'exclusion vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des populations immigrées. Donc on sent bien que nous sommes dans des sociétés qui sont dans des sociétés fragiles. Et pour cela, les partis socialistes ne peuvent pas renoncer à ce qui fait dans le fond leur identité fondamentale depuis leur naissance, c'est-à-dire une perspective d'égalité entre les hommes. Et il faut revenir à un équilibre capital-travail qui ne passe pas simplement par la fiscalité, mais qui passe par d'autres rapports dans l'entreprise aujourd'hui. Et il faut pouvoir défendre un certain nombre de droits sociaux, un certain nombre de droits anciens et de droits nouveaux. Donc c'est ça les deux grands défis, dans le fond, du socialisme européen. Retrouver des instruments par rapport au capitalisme qui permettent de rééquilibrer les rapports, mais le faire cette fois-ci à 3 niveaux, pas simplement au niveau national, mais au niveau européen et au niveau mondial, et être capable de reprendre le chemin de la lutte contre les inégalités et ne pas accepter les situations telles qu'elles étaient. Mais après tout, c'est ce que savaient les fondateurs du socialisme européen, ce que savaient un Jaurès et un Léon Blum. Le socialisme, c'est d'abord une révolte contre un sentiment d'injustice. Et ça n'implique pas une politique ou des politiques forcément identiques au fil des enjeux, mais ça implique des valeurs qui doivent s'inscrire dans la réalité, sinon les partis socialistes seront des forces toujours condamnées à la défensive. Donc relire les rapports historiques du socialisme et du capitalisme, c'est permettre de bien poser les problèmes d'aujourd'hui.